Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Alors aujourd'hui, on la déteste, on la combat et pourtant nous allons en parler. Nous allons parler de la graisse. Cette graisse qui regorgerait de propriétés médicales miraculeuses pour permettre à nos cellules de se régénérer et ainsi de rester jeunes. Alors, réservoir de cellules souches, nous allons développer ce concept de cellules souches. Nous verrons également dans une deuxième partie que la graisse peut permettre des possibilités très intéressantes en termes de chirurgie reconstructrice et notamment mammaire. Pour m'aider dans cette émission, j'accueille avec plaisir le docteur Bergeret-Gallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien. Absolument. Et le docteur Wif, présent ici, également chirurgien plasticien. Et en duplex, le docteur Van Emmelrich. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes tous trois membres de la SOFCEP. Je vais essayer de ne pas écorcher. C'est la Société française de chirurgie esthétique et plastique. Oui. C'est bien ça. Et donc, c'est à ce titre, entre autres, que vous allez un petit peu nous éclairer sur ce sujet. Avant de nous éclairer, justement, nous allons tout de suite voir un premier reportage. C'est le docteur Sophie Menkès que nous sommes allés rencontrer à Genève et qui va nous expliquer le rôle de ces cellules souches dans le potentiel régénératif et ce potentiel régénératif de la graisse. Alors la graisse, elle nous ennuie beaucoup, mais il faut savoir que cette graisse contient des cellules qui sont très importantes et qui sont un véritable élixir de jeunesse. Elles ont un très grand pouvoir. Donc dans la graisse, on a bien sûr les cellules graisseuses, mais à côté de ces cellules graisseuses, on a des cellules qui sont beaucoup plus petites qu'on appelle des cellules souches. Pourquoi des cellules souches? Parce que ces cellules, elles vont être capables de se transformer en d'autres cellules et notamment, dans ce qui nous concerne, en cellules de peau neuve. Donc l'idée, c'est de prélever une petite quantité de graisse sous anesthésie locale qu'on va pouvoir émulsifier de façon à enlever toutes les cellules graisseuses qui ne nous intéressent pas et garder donc ces cellules souches. Et ces cellules souches, on va donc après les injecter sous la peau dans une zone qu'on va vouloir régénérer, donc par exemple au niveau du visage. Ces cellules, elles vont donc se mettre à côté de leurs petites copines. Elles vont se transformer en cellules neuves de peau et se mettre à fabriquer des grosses quantités d'élastine et de collagène. Et on va obtenir un véritable retour en arrière de notre peau. Pour vous donner une image que je donne souvent à mes patientes, c'est comme quand vous êtes dans une calèche tirée par des chevaux, les chevaux sont fatigués, on les fouette. C'est ce qu'on faisait aujourd'hui, jusqu'à présent, avec les lasers, avec l'acide hyaluronique, avec tout ce que vous connaissez déjà. Mais là, on n'est plus dans l'idée de fouetter les chevaux, on est dans l'idée de changer les chevaux, de mettre des chevaux neufs. Et ce que vous allez obtenir au fur et à mesure des semaines, des mois et même des années, c'est une meilleure version de vous-même, avec une peau qui va devenir plus épaisse, plus ferme, plus élastique, mieux hydratée. Les petites cicatrices qui vous ennuient, eh bien, elles vont disparaître. Les grosses cicatrices, s'il y en a, elles vont s'améliorer, mais aussi les taches. Et on a aussi également de vraiment bons résultats sur le mélasma. Donc, le gros intérêt de cette technique, si vous l'avez bien compris, c'est que c'est donc une seule séance qui va vous donner plusieurs années d'amélioration. Tous les matins, je me lève et je suis plus jolie que la veille. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons aujourd'hui de graisse, de cellules souches et de leur utilisation. Donc nous venons de voir ce reportage. Docteur Wif, je me tourne vers vous. Donc éclairez-nous, nous béotiens. On a l'habitude de ce qu'on appelle le lipofilling, le volume. Là, on nous parle de nanofat. Pouvez-nous nous expliquer ces deux concepts? C'est une très bonne question et comme l'a expliqué le docteur Menkès, on a nanofat, donc c'est un terme anglo-saxon qui veut dire nanogreffe, graisseuse en l'occurrence. Mais en fait, ce n'est pas un très bon terme puisqu'en fait, le lipofilling, on utilise la graisse pour remplir. Et nanofat, ce n'est plus de la graisse. En fait, on prend un peu de graisse, on la secoue tellement, on l'émulsifie et en fait, on détruit les cellules graisseuses qu'on a en place pour ne garder que les cellules qui sont attachées aux cellules graisseuses, qui sont les cellules souches en fait. Finalement, ce n'est pas la graisse dont on a besoin, mais ce qui renferme la graisse. Exactement. Donc quand on met des micro-greffes ou un peu de graisse, on a des cellules souches avec, mais la graisse émulsifiée qu'on appelle nanofat, en fait, on a pratiquement détruit tout le tissu graisseux et on ne garde plus que toutes ces cellules souches qui sont la richesse, quoi.
et ces cellules souches vont permettre après, une fois, on va le développer, une fois implanté, de pouvoir se développer dans d'autres cellules et reconstruire et de régénérer. Alors, docteur Bergeré-Gadé, je me tourne vers vous. À partir du moment où la première personne a eu l'idée d'utiliser la graisse dans ce domaine, quelles ont été les évolutions, où on en est en fait maintenant l'utilisation de cette graisse? L'utilisation de cette graisse, c'est un support magnifique. On a évolué, on a commencé, on voulait un matériel régénératif, mais en fait tout a démarré avec la liposuction. C'est-à-dire qu'on avait du gras en trop, on le prélevait là où ça gênait, et finalement on a deux pionniers essentiels de ces manipulations de la graisse français, qui sont le docteur Yves-Gérard Ilouz et le docteur Pierre Fournier. Le docteur Ilouz était chirurgien plasticien, docteur Pierre Fournier, médecin esthétique. Mais donc, on a commencé à prélever de la graisse et très rapidement, on s'est dit, mais au lieu de l'acheter, on va s'en servir pour apporter du volume là où il faut, notamment en réparation, sur des dépressions post-traumatiques après des accidents, sur des lambeaux musculo-cutanés, là où effectivement, au niveau de la peau, pour régénérer, comme l'a bien expliqué le docteur Sophie Menkès. Donc, c'est un vrai apport qui s'est fait sur quand même une quarantaine d'années. Donc en caricaturant, on est parti du principe en disant qu'est-ce que je vais faire de cette chose que j'ai retirée d'un corps, je vais la rajouter, je vais faire du volume, et puis on s'est aperçu que ce volume-là avait d'autres propriétés. Absolument. Dans les travaux de Ilouz, il avait déjà, il a été assez génial, hein, il a compris tout de suite la liposuction, c'est lui qui l'a vraiment mis en place et décrite précisément. Mais après, il a tout de suite enchaîné dans sa réflexion sur comment je peux l'utiliser. Mais il y a eu un autre personnage majeur plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, qui était Sidney Coleman, et qui, lui s'est vraiment attaché, qui est un New-Yorkais, qui s'est vraiment attaché à essayer de maîtriser la réinjection. D'accord. Alors, justement, c'est intéressant. Alors, me tourner vers le docteur Van Emmerik n'est pas le bon terme, puisqu'il est à distance. Néanmoins, justement, je fais très simple. On parle de volume, on parle de régénération cellulaire et tissulaire. Quelles sont les indications, dans quel contexte médical ou esthétique d'ailleurs, peut-on utiliser ces systèmes? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que on est dans une espèce d'écologie chirurgicale puisqu'on utilise son propre tissu. Donc, c'est parfaitement naturel. On est dans une dynamique de développement durable, encore une fois. Et on a différents types de tissus. Quand on prélève de la graisse, il y a des lobules de 2 mm qui sont la millifate, de 1 mm qui sont la microfate, et la nanofate qui est du 0,8 micron, enfin du 800 microns, pardon. Et dans la micro et millifate, on va chercher du volume, c'est-à-dire que les cellules graisseuses sont encore présentes. Dans la nanofate, on a détruit les enveloppes des cellules pour ne retirer que les cellules souches et les facteurs de croissance. Et donc, les indications par rapport à ça, elles sont bien évidemment en réparatrice, qu'il s'agisse de reconstruction mammaire ou d'améliorer des cicatrices, mais en esthétique également, puisqu'on on utilise ses propres tissus pour restaurer une meilleure qualité de peau, une élasticité, et donc en quelque sorte pour rajeunir et être soi en mieux. D'accord. Et alors, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, mais en fonction de l'indication, vous m'avez parlé de différents types de cellules. Est-ce qu'on met le curseur où on veut par rapport au choix de cellules dont on veut, par rapport à l'indication qu'on veut faire? Oui, exactement. C'est-à-dire que dernièrement, enfin il y a quelques années, le docteur Stephen Cohen, qui est aussi un précurseur, a défini une technique de lifting où il utilise différents types de cellules graisseuses, en tout cas de tissus graisseux, plus ou moins importants selon qu'il veut du volume ou selon qu'il veut une meilleure élasticité cutanée, une meilleure qualité de peau. D'accord. Alors, docteur Ruiff, est-ce qu'une seule intervention suffit ou il faut y revenir plus tard? Comme expliquait le docteur Van Emmerik, cette notion de volume est très intéressante parce que Steve Cohen a travaillé, Timothy Martin à San Francisco a aussi super bien décrit des choses, comment on utilise la graisse avec le lifting. Et le lifting ou les seins, on peut mettre de la graisse épaisse en profondeur pour faire de la propulsion du volume, et puis on va mettre de la graisse plus fine en surface, par exemple sous les paupières, dans les paupières, pour arriver à combler des zones très très fines. Donc effectivement, ça peut être une séance, 2 séances. On peut faire un lifting, par exemple, on peut faire de la graisse à certains endroits, c'est très intéressant, et faire le lifting. Alors pas dans l'endroit où on a décollé, puisque vous comprenez bien que si on a mis la graisse à l'endroit où on a décollé, elle va migrer. Donc on met la graisse aux endroits où on sait qu'on a besoin de volume, et après on fait le lifting. On peut être amené à remettre de la graisse plus tard. Dans les seins,
pour des raisons techniques, on sait qu'on a une limite au volume qu'on peut mettre parce que la pression de la peau fait qu'à un moment, la graisse était un peu étouffée. Très bien. Donc on attend un peu, quelques mois, et on fait un deuxième temps, puis un troisième temps, etc. Okay. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, on parle de régénération. Docteur Bergeret-Gallet, y a-t-il des risques et y a-t-il des effets indésirables à cette technique ? Il n'y a quasiment pas de risque ni d'effet indésirable. Il faut bien sûr bien maîtriser les techniques et choisir dans quel contexte on réinjecte de la graisse. Mais la plupart du temps, c'est un apport considérable puisque, comme cela a été bien expliqué, on rajoute non seulement du volume là où il faut du volume, ça peut être des tissus qui ont été déprimés parce qu'ils ont été partiellement amputés, ça peut être des tissus qui ont été irradiés, et puis grâce aux constituants inhérents à la graisse, parce que même quand on rajoute des lobules graisseux entiers, il y a forcément dedans des facteurs de croissance et des cellules souches graisseuses. Donc on rajoute un aspect régénératif à notre transfert graisseux qui est fondamental, notamment par exemple dans les radiodermites, quand on a des lésions cutanées qui sont liées à des irradiations. Irradiations post-cancer, mais ça peut être aussi des irradiations post-accidentelles. Sur les risques, je pense qu'à la réinjection, aux endroits où on réinjecte, il n'y a pas grand risque. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le prélèvement. Quand on a besoin de beaucoup de volume, il y a un savoir-faire. Parce qu'on n'improvise pas la liposuction non plus. Parce que finalement, quand on prélève des volumes importants pour la reconstruction du sein, par exemple, on a besoin de faire des liposuctions et parfois on n'a pas tant de volume que ça à disposition. Donc il faut savoir faire une liposuction. Voilà. Et ça devient hautement technique. Parce que faire une liposuction, je voudrais dire poussée, presque pas extrême, mais fait qu'il faut savoir utiliser la liposuction. Et ça, ça s'apprend pas, ça s'apprend, c'est un métier. D'accord. Nous en parlerons dans une deuxième partie de la chirurgie mammaire. C'est vrai que c'est très intéressant. Enfin, je vais aborder une question qu'il faut aborder, puisque tout le monde va en parler. Je vais peut-être me tourner vers le docteur Van Emmerik, puisque c'est le président de la SOPCEP, pardon, excusez-moi. Bien évidemment, on parle de médecine régénérative, tout ça a un coût. Donc ma question est double. Premièrement, quel est le coût et y a-t-il certaines interventions qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale? Je pense par exemple à la chirurgie réparatrice, docteur. Donc en chirurgie reconstructrice du sein, par exemple, il y a une cotation sécurité sociale qui permet une prise en charge au moins partielle de l'intervention. Après, il faut bien comprendre que cette intervention, elle suppose deux actes. Le premier, c'est le prélèvement de la graisse, la liposuction, qui, bien évidemment, n'est pas prise en charge par la CPM, et la réinjection, qui, là, s'agissant d'une intervention de chirurgie réparatrice, peut être prise en charge. Ok, très bien compris. Merci beaucoup pour cette première partie. Avant de passer à la seconde, où je le rappelle, nous allons parler de chirurgie réparatrice et notamment mammaire. Nous allons voir un reportage que nous avons réalisé. Nous avons rencontré une patiente qui a bénéficié d'une technique innovante. Nous écoutons pour cela un reportage qui a été réalisé par Patrick Leuze et Léa Zilveger. Je m'appelle Monique, j'ai 64 ans. J'ai eu un cancer en l'an 2000 où j'ai subi une mastectomie. J'ai été toute une année à porter une prothèse dans un soutien-gorge. Ensuite, j'ai fait cette reconstruction. On m'a proposé de refaire par lambeaux. Là, il y a eu beaucoup de complications. J'ai fait un rejet de peau car j'ai attrapé un staphylocoque. Bonjour madame. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Sur le plan esthétique, c'était comme si j'avais une petite pomme. Je me suis sentie vraiment mutilée. C'est le mot qui me revenait tous les jours. Par exemple, au quotidien, quand je voulais m'acheter un soutien-gorge, je peinais énormément parce que j'avais un sein gauche normal et l'autre, ça ressemblait à rien. Pour mettre des décolletés, j'allais pas me promener en t-shirt sans soutien-gorge. On voyait vraiment une différence énorme. Je me sentais toujours, entre guillemets, un peu bancale. J'ai vécu 20 ans avec des souffrances physiques et psychologiques qui se sont guéries le jour où j'ai commencé une nouvelle reconstruction. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça va. Vous êtes heureuse? Oui. Madame Bergeret-Gallet m'a remis en confiance, m'a bien expliqué les différents procédés et c'est pourquoi j'ai décidé de réessayer à nouveau. Dans un premier temps, j'ai bénéficié d'une prothèse gonflable pour détendre les tissus. Ensuite, j'ai bénéficié d'une prothèse définitive avec de la graisse autour. Dans un deuxième temps, on a refait un transfert de graisse et la symétrie du deuxième sein.
Dans un dernier temps, on va remettre de la graisse et refaire le mamelon, même si moi je trouve déjà mon sein très joli. Ces interventions ont été prises en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé et le coût a été raisonnable. Pour moi, la guérison est totale autant sur l'aspect physique que psychologique. Si les femmes ont une reconstruction ratée comme moi, je leur conseille de reprendre un deuxième avis et de retenter. Je me sens très féminine depuis et je revis comme avant. J'accepte l'image que j'ai de moi. Mon seul regret est de ne pas l'avoir tenté plus tôt. Nous sommes de retour sur le plateau d'Atout Santé. Nous parlons de chirurgie réparatrice, en l'occurrence chirurgie mammaire maintenant. Je suis toujours avec les docteurs Bergeret-Gallet, les docteurs Ruiff et le docteur Van Emmelrich. Alors, docteur Bergeret-Gallet, nous avons vu cette patiente qui a bénéficié d'une chirurgie de reconstruction mammaire. Nous avons tous en tête la chirurgie mammaire avec la prothèse. Expliquez-nous où intervient la graisse et comment ça se passe, où vous la mettez, quels sont les intérêts de l'utilisation de cette graisse. Alors déjà, je tiens à préciser que nous, les chirurgiens plasticiens, la chirurgie du cancer du sein, qu'elle soit carcinologique, exérèse et reconstruction, est vraiment au cœur de notre métier. Donc c'est vrai que je suis contente que cette dame courageuse ait vaincu sa timidité pour témoigner, parce que c'est très important. Il faut que la plupart des femmes qui doivent bénéficier d'une reconstruction mammaire puissent en bénéficier. La graisse, elle intervient en complément des prothèses parce qu'une prothèse donne un certain volume. Et on ne peut pas... Alors, dans certains types de reconstruction, on peut effectivement conseiller à la patiente une reconstruction ad integrum, complète, avec seulement de la greffe, et puis peut-être de la greffe graisseuse, et peut-être à la fin, mais en plusieurs séances bien sûr, et peut-être à la fin la reconstruction de l'aréole. Mais la plupart du temps, on a besoin de cette prothèse. Donc les prothèses mammaires, à la différence des autres prothèses médicales, ce sont des prothèses qui sont souples, ce sont des prothèses en silicone, mais qui sont souples, et donc elles peuvent expandre le sein. Donc on a des prothèses d'expansion qu'on gonfle avec du sérum physiologique, donc de l'eau salée. Ça permet d'expandre, donc de distendre un petit peu les tissus, de faire de la place, de redonner de l'élasticité. Et après, immédiatement, on peut mettre une prothèse dite définitive, donc pas gonflable, qui a d'emblée un certain volume, mais elle est quand même un petit peu souple. Et on rajoute par-dessus de la graisse plutôt en sous-cutanée, mais on peut également en mettre en sous-musculaire ou en pré-musculaire. Évidemment, on évite de flirter avec la prothèse, au ras de la prothèse avec le transfert graisseux. Et cet apport de greffe graisseuse permet d'améliorer la qualité de la peau. C'est essentiel lorsque la peau du sein est rétractée. D'accord. Alors, on a bien compris donc, que c'était en plusieurs interventions. Oui, on est obligé, parce qu'il y a une résorption du volume graisseux. Exactement. Et on est obligé de réinitier en matière de reconstruction graisseuse. Et c'est la même chose, on peut aussi le faire pour les jeunes filles qui ont des malformations importantes, on ne l'a pas cité. On se sert également de la graisse. D'accord. Docteur Ruiff, une question qui me vient à l'esprit. Finalement, y a-t-il encore la place pour une prothèse simple où on va systématiquement utiliser maintenant la prothèse plus la première place pour la prothèse simple, c'est le fait qu'il y a des patientes qui sont fines et qui n'ont pas un volume suffisant. Comme l'a dit le docteur Bergeret-Gallet, on a un peu de résorption. Le chiffre habituel, c'est 30%. Oui. Donc on sait qu'on perd 30% de volume et on ne peut pas mettre toute la graisse qu'on veut. Donc de toute façon, il y a des patientes qui n'ont pas la graisse en quantité suffisante pour pouvoir faire le sein qu'elles souhaitent. Et d'ailleurs, classiquement, il y a un type de patiente qu'on connaît, une patiente qui vient après des grossesses, qui a le sein qui a un petit peu perdu de son volume. Et le docteur Emmanuel Delay, qui a beaucoup travaillé sur les greffes graisseuses au niveau des seins, qui est un de nos initiateurs majeurs dans les greffes graisseuses du sein en France et aussi à l'international, on a bien compris qu'il y a des patientes, elles ne viennent pas pour... À ce moment-là, ces patientes ne viennent pas pour une augmentation mammaire, elles viennent pour rebooster un peu le sein et diminuer un peu. Donc voilà. Alors que la prothèse, on lui demande de faire beaucoup en une seule fois. D'accord. Ce qu'on ne peut pas faire avec la graisse. On ne peut pas faire beaucoup en une seule fois. Alors, une question pour le docteur Van Emmelrich. On parlait donc, le premier geste, c'est la liposuction. D'accord. Deux questions sur cette liposuction. La première, est-ce que c'est douloureux ? La deuxième, est-ce que certaines de vos patientes viennent en disant écoutez, enlevez-moi un peu d'ici pour vous le mettre là, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire d'une pierre deux coups ? Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question.
Complètement. Ben, je rebondis avec ce que disait le docteur Ruiff. C'est que c'est une vraie silhouettoplastie, si on doit faire un néologisme, puisqu'on améliore le galbe au niveau des cuisses, au niveau des ventres, des hanches, et qu'on va réinjecter cette graisse au niveau des seins. Donc, on travaille la silhouette. Donc, la liposuction, elle est parfois demandée. On a même des patientes qui viennent nous dire « Ah ben tiens, je voudrais une liposuction, mais est-ce qu'on peut en mettre dans les seins, par exemple ?» Est-ce que après grossesse, par exemple, où le sein s'est un petit peu vidé, ou après allaitement, ça peut être utile d'utiliser la graisse des cuisses pour retrouver le galbe initial avant les grossesses. Et est-ce que ce discours-là devient peut-être un peu plus systématique chez vos patientes maintenant? Ah, mais complètement, ça s'est démocratisé. On a des demandes par rapport à une lipo et de dire, s'il vous reste de la graisse, est-ce que vous pouvez en mettre ailleurs? Bon, ça paraît logique. Hein. C'est un cri du cœur aussi des chirurgiens plasticiens, parce qu'avant on jetait ce matériel qui est noble, pas gâché. Et maintenant on dit mais non, on pourrait en mettre un petit peu. Aussi, encore une fois, il ne faut pas prélever trop. C'est-à-dire que aussi, ça c'est dans notre tête technique de professionnel, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'on ne va pas pouvoir, parce qu'on prélève avant, on prélève au début. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on doit aussi réfléchir à combien il nous en faut, combien on perdra pour s'arrêter à un moment. Parce que si on prélève, on ne peut pas le garder. Enfin, tout au moins en France, on n'a pas de ce qu'on appelle de banking autorisé. Donc on ne peut pas la mettre de côté et puis l'utiliser 3 mois plus tard. Non, ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan, ne jamais jeter. Oui, c'est pas une chirurgie ouverte. C'est une grande écologie. Alors, on va passer sur un autre thème, c'est que, bon, ça paraît idyllique, c'est parfait. La question, c'est de se dire, finalement, y a-t-il des risques? Peut-il y avoir des effets secondaires à l'utilisation de cette technique? Et je vais même aller un peu plus loin. Y a-t-il des contre-indications? Est-ce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire ça, docteur Berger-Régalé? Alors, les contre-indications, elles sont vraiment excessivement rares. Il faut bien sûr avoir de la graisse pour pouvoir en transplanter et en faire bénéficier une patiente. La graisse, on peut en mettre dans pratiquement toutes les dépressions post-traumatiques ou post-exérèse carcinologique. Donc, dès qu'il y a eu l'ablation d'un cancer, on peut mettre de la graisse. On a particulièrement développé au niveau du sein, grâce justement, comme disait le docteur Michel Ruiff, aux travaux du docteur Emmanuel Delay, on a beaucoup travaillé sur la reconstruction mammaire et avec, pour le plus grand bénéfice des patientes, donc transfert de graisse en reconstruction mammaire, mais également dans toutes les malformations mammaires des jeunes femmes. On peut injecter de la graisse. On peut aussi injecter de la graisse au niveau génital. Ça permet de rebooster les muqueuses, de traiter des sécheresses chroniques invalidantes et également de recréer du volume à des endroits où on ne peut pas en avoir autrement. Il y a peu d'effets indésirables. Il faut effectivement que la patiente ou le patient ait un poids stable, parce qu'on a vu des transferts graisseux qui se sont soldés par des amas graisseux un peu disgracieux. Si vous avez un patient qui ne contrôle pas son poids et qui prend 20 kilos l'année suivante, les zones greffées vont se remplir davantage que les zones non greffées. Mais c'est un effet indésirable, oui, ou l'inverse, absolument. C'est un effet indésirable qui n'est quand même pas dramatique, on peut toujours y remédier. Il y a un petit point qui est intéressant aussi, c'est pour ça que quand on fait de la reconstruction du sein, et donc on l'a fait, en ce qui me concerne, le docteur Berger-Régalé, Dilata Van Emmelrich, très souvent, pratiquement hebdomadaire, on travaille en collaboration avec les oncologues dans ce cas-là. Et on prend des précautions de délai, c'est-à-dire qu'on ne se précipite pas pour faire une reconstruction d'une situation qui ne serait pas encore cadrée. Donc oncologiquement, ça doit être cadré. Il y a des structures pour ça, on travaille avec nos confrères pour intervenir à partir d'un certain moment. Le cas le plus classique, c'est ce qu'on appelle les tumorectomies. On retire un peu une partie du sein et on fait par exemple une radiothérapie. Eh bien, ce n'est pas des situations où on va se précipiter. On va attendre d'être sûr que tout est cadré, on refait une mammographie, on contrôle le sein et après on pourra envisager avec un délai raisonnable un remodelage avec la graisse. D'accord. Tout ça nous fait penser quand même qu'on parle de cellules qu'on peut régénérer. Docteur Van Emmelrich, j'aimerais votre avis, quelque chose qui est peut-être plus philosophique d'ailleurs, sur le fait qu'on a l'impression qu'on peut régénérer les cellules un petit peu comme on veut. Alors certains parlent d'hommes qui vont vivre des centaines, voire des milliers d'années. Y a-t-il des limites aux techniques dont on vient de parler, ou pensez-vous réellement qu'on va pouvoir allonger l'espérance de vie de manière indéfinie? Alors, en tout cas, la science des cellules souches, aujourd'hui, touche bien d'autres domaines. Notamment, vous savez qu'après infarctus,
on est capable d'injecter des cellules souches pour régénérer la paroi du cœur qui a été abîmée. On utilise les cellules souches dans l'arthrose au niveau des genoux pour retrouver une qualité de fonctionnement des genoux. La cellule souche, c'est véritablement permettre aux cellules qu'on va réinjecter de rajeunir l'ensemble des cellules qui sont autour. Et donc, on peut penser que ça va véritablement révolutionner, non pas la chirurgie plastique, mais la médecine en général, avec une approche peut-être plus préventive pour régénérer nos tissus. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous remercie pour tous ces échanges. C'est la fin d'Atout Santé. N'oubliez pas que vous pouvez revisionner cette émission et toutes les autres sur la plateforme YouTube Atout Santé et puis poster vos commentaires sur notre Facebook. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions, bien sûr. Et d'ici là, restez acteurs de votre santé. Au revoir.